vous aimez notre émission, mais les sketchs au début vous font vraiment un peu chier. On donne toujours les mêmes noms, on est vraiment un peu lourd au niveau de l'humour, et vous aimeriez que la qualité s'améliore. Mais c'est très simple, donnez-nous des sous sur Tipeee. Comme ça, on pourra aussi prononcer votre nom, et peut-être même qu'on pourra essayer d'améliorer la qualité de nos sketchs. Parce que c'est vrai qu'on donne toujours les 5-6 mêmes noms, et que si vous étiez 10, on dirait pas les 10, quoi. On n'est pas comme ça, on n'aurait pas le temps. Ça serait encore plus chiant que ce discours que je suis en train de faire. Donc là, je vais remercier, comme d'habitude, Carotte, Sot, Chevonne, El Pouillou, Stéphane, Warloff. Mais si vous voulez qu'on les éjecte un peu, bah vous avez qu'à donner des sous. Et les autres continuent à donner des sous aussi. Hein. On pense à vous quand même, on vous aime. Hein. Voilà. La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD bimensuel qui se fend la mèche. Bonjour, coucou les gens, je suis Wadaï Pied, je suis avec vous pour une émission fantastique, nous allons parler de bande dessinée. Pour m'accompagner, il y a Jérôme juste à côté de moi qui, comme il ne veut pas mettre de casque, me pose la question de savoir si le générique est encore long. Mais voilà, avec un casque tu le saurais. Non, puis il parle pas du tout trop fort. Hey, salut, vous m'entendez? Non, parce que moi je vous entends pas en fait, on est en direct ou pas? Celui qui est en train de se faire saturer le micro, c'est Thierry, qui peut se serrer de Mathieu à côté de Mathieu pour qu'on voit un peu plus son visage. Parce qu'en fait, à la base, Mathieu, il a bougé la caméra. Ouais. Il a bougé la balise. C'est moi, c'est Jérôme. Arrête, t'as foutu le bordel. Quoi. Ouais. Oui, c'est lui, Jérôme, oui, il l'a pas changé. Oui, c'est lui, Jérôme. Putain, tu mets une pièce. C'est tout nouveau, c'est vraiment, alors là. Oh là, c'est fou. Moi, je pense que c'est un avenir au top 50. Enfin, on n'est pas là pour parler du top 50 des années 80, on est là pour parler de bande dessinée. Pas forcément des années 2010, mais un peu quand même. Aujourd'hui, au programme... T'as pas présenté Matin, ceci. Si, je l'ai dit. Non. J'ai dit à côté de Matt, ça l'a présenté. À côté de Matt. Voilà. Non, pas du tout. Tout de suite, comme vous prenez balles. Ah oui, ok. Bon, mais Matt, tu vas peut-être un allez. petit peu plier tes affaires, vous allez rentrer chez vous. C'est vrai qu'on est chez lui aujourd'hui. Ciao, bonne soirée, bonne émission. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. Hein, à bientôt. Voilà. Mathieu qui va nous faire une magnifique chronique sur du crowdfunding qu'il a préparé avec amour et soin, n'est-ce pas Thio? Beaucoup d'amour. Amour, c'est moi, soin, c'est à droite. Beaucoup d'amour, oui, mais alors je vous avoue que le soin, ça a été un peu compliqué ces derniers jours, donc j'ai des bons titres, mais je suis pas certain de réussir à vous les vendre. On enchaînera avec nos chroniques où nous parlerons de L'Homme Gribouillé, des Jours incandescents, de Bugirucci numéro 1 et 2, de UCC Dolores, de Animosity tome 2, de Elblar tome 2, et où on se moquera de mon nez bouché qui me fait parler vraiment C'est encore ça, à un plus moment mal que donné, si d'habitude. vous voulez nous donner de l'argent, surtout pour qu'ils puissent acheter des antihistaminiques et des Kleenex, on est preneur, quoi. Voilà. Et on n'aura pas d'express parce qu'on n'a rien trouvé qu'on pourrait lire vite fait, pour vous en parler vite fait. C'est pourquoi arrête d'appuyer sur les boutons, ça fait du bruit. Mais il est fada. Ouais, non, je suis entouré de gens... Ça, c'est terrible. du professionnel. Mais tu sais que là, si tes futurs employeurs te voient, mais c'est fini pour toi. Bon. T'iras pas à Toulon finalement. Il va falloir que tu ailles au Canada, une ville en Toul au Canada. Il y a aucune chance. Envoyons le jingle de Thio. Oh, Thio. Thio, mais de quoi vas-tu nous parler? Ouais, peut-être qu'un jour j'aurai un vrai jingle pour le crowdfunding en fait. Ouais, c'est vrai. Mais bon, évidemment, comme t'aimes bien le online, on va dire que c'est ça. Ouais, c'est ça. Si vous voyez une forme rose qui passe derrière, c'est Evelyne. Evelyne, au passage, quand tu Une reviendras, forme rose. Tu diras bonjour. Forme Bonjour. rose. Voilà, c'est mieux. C'est un croisement entre Bioman et les Barbapapa, tu sais. Forme rose. Alors, de quoi Alors nous parles donc, ce soir, je vais vous parler... alors, tout d'abord, en fait, il faut que je vous raconte un petit peu ma life, parce que sinon, c'est pas drôle. J'ai découvert une super série sur Netflix, ça s'appelle Famille Apocalypse. Si un jour vous faites chier, c'est un truc de survivaliste. C'est, grosso modo, s'il se passait un truc, comment est-ce que nous, on va survivre aux États-Unis? Et c'est vachement Quel drôle. rapport? Mais là, tu es en train de nous parler d'un crowdfunding où il faut donner des sous à Netflix. Non, mais laissez tomber. C'est un abonnement. Si, là, les gars. Donc, et c'est un petit peu comme ça que j'ai trouvé ce crowdfunding, ça s'appelle Effondrement. C'est sur Ulule. Donc c'est fait par Alexis, un gars qui fait déjà des vidéos en fait sur YouTube sur justement du survivalisme, de comment on apprend l'autonomie, le développement durable, plein de choses. Et Comment pas tomber sur les côtés de la Terre quand on a passé le pôle? il n'est pas platiste. Ah, pardon. Il Non, n'est mais pas on sait platiste. jamais. Il est survivaliste. Et donc du coup il a fait un crowdfunding sur une bande dessinée justement qui a l'air
assez sympathique, et c'est surtout parce que c'est un survivaliste que du coup ça m'a fait kiffer. Je me suis dit, ouais, ça va être trop cool. Donc c'est déjà financé, mais largement financé. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et en fait, là, il va C'est acheter. gros, c'est très gros, c'est énorme. Là, c'est il va petit. acheter. Non, mais. Non, là, c'est. Tu vas voir, c'est petit. Non, là, il va acheter une petite maison. Ils vont même acheter un hameau, en fait. Ils vont acheter un hameau et ils vont tout rebâtir, faire un truc en développement durable. Et là, s'ils arrivent à 1500%, ils en sont à 1200 bits pour l'instant. 1200%. 1200%. Ah non, mais Ils vont rajouter donc des panneaux solaires et une cuve pour récupérer l'eau de pluie. Voilà. Attends, En fait, mais grosso là, modo, tu es en ils train de vont vivre m'expliquer qu'ils sont, autonomes. en ils fait, sont en train de se faire payer leur baraque, Non, mais quoi. ils font une BD ou ils font. Mais ils font une BD, c'était le truc à la base. Et ensuite, ils font autre chose avec. Ah ouais, le mec, il te vend une BD au départ, et puis en fait, Alors, il se fait construire sa maison, quoi. Le survivalisme, c'est hyper à la mode. Hein. Je vous rappelle Ouais. qu'on est censé chroniquer d'ailleurs des BD de survivalistes. Ouais, non, mais moi, non. Ouais. Ouais, voilà. Mais du coup, c'est cool. D'accord, donc qu'est-ce qu'on peut avoir pour combien? Je t'ai dit que j'étais pas au top de la préparation. Une tarte à la bleuée. Non, alors pour 27 €, vous avez la BD, les chansons en fait qui sont dans la bande-annonce. Oh putain, ça donne envie. Hein. Et ils Le sont arrivés à Kaidi. 200% avec ça. Pardon. Alors, donc, ensuite, il y a eu donc des petites choses qui sont rajoutées. Il y a des marque-pages en bois sculptés à la main. Voilà, il y a des petites. Bon, je m'en fous, c'est un survivaliste, ça m'a fait kiffer, je vous emmerde, voilà. Ok, Oh. non, mais et ils font des cure-dents à notre effigie ou pas? Donc, pour toi, c'est tout en longueur, en fait, c'est ça. Ensuite, je vais vous parler, donc, je vais aller sur Indiegogo, et pour une fois, c'est pas un truc de gogo, a priori. Parce que souvent, Indiegogo. Ouais, Indiegogo, ça fonctionne pas très très bien. On a eu des mauvaises expériences, enfin en tout cas des gens qu'on connaît. Là, tu vends bien le truc. C'est un projet donc de Gabriel Piccolo, qui est un Brésilien, qui a fait un petit projet qui s'appelle Icarus and the Sun. C'est une adaptation donc justement de la mythologie donc Tu vois, d'Icare. il est à 2260%. Tu vois, tout à l'heure, il était Est-ce que petit. tu peux le laisser parler, s'il te plaît? Vas-y. Donc là, il est à plus de 400 000 €. Donc le projet, il reste 8 jours. Au ce moment de l'enregistrement, donc ça sera un peu plus court au moment de la diffusion. Voilà. Tu sais que tu as juste les mêmes titres en fait sur le conducteur qui est devant. Voilà. C'est comme anglais que je comprends pas. Allez! Oh, Non, c'est mais la soirée- personne a entendu que Ok, tu es en train de je se faire le fais- pourrir je le son fais anglais tacler, comme moi. en fait. Comme C'est moi. soirée tacle à la gorge, C'est j'adore. sympa comme soirée. Moi j'aime bien. Evelyne, on va te mettre un micro, parce que si tu veux intervenir à un moment donné et pas mettre des blancs dans l'émission, faut que tu aies un micro, je veux dire. Ouais, donc voilà. Donc, bon, Evelyne. Oui, nous on a, dit on que- a un public assez. Ah, c'est chaud. Mais on voit qu'elle commence à se démarquer. Elle parle maintenant. Oui, enfin Voilà. surtout c'est qu'à mon avis, il y a quand même eu presque 3 litres de bière, il y a eu une bouteille de vin qui sont passés par là. Je veux dire, vous êtes tous très très chauds quand même aujourd'hui. Je sais pas où j'en suis. Continue à me frotter. Icarus and the Sun. Icarus and the Sun. Voilà, On en était à 4000%. voilà. Le projet a l'air En super 2260. sympa. Donc a priori c'est un one shot. Ce sera en A4 couleur. Après, j'ai pas eu plus Et d'infos. il aime les cactus. Et il aime les cactus, voilà. Et ça a l'air vraiment très. Moi, j'ai trouvé ça très joli et mais comme j'aimais le Midgar aussi, c'était cool. Ok. Suivant. On continue donc avec une personne qu'on suit et dont on a déjà parlé en fait parce qu'elle fait partie donc de la publication de Blandis, la revue donc Katia Even. Cathy Even, qui est donc une revue un petit peu érotique, Un petit peu, beaucoup. un petit peu beaucoup quand même. Enfin, c'est pas Penthouse non plus. Hein. C'est pas Penthouse, Oui, c'est mais une bon, BD érotique. Comment tu as dit ça? Penthouse. Mais ça parle que de cul, quoi. Donc du coup, qui a fait un crowdfunding sur le petit derrière de l'histoire, donc l'histoire du monde et de tout le reste, avec toujours une femme qui se cache derrière, donc un peu érotique, un peu drôle. C'est assez mignon, c'est fait avec des petits personnages, on dirait un peu du collège foufoufou. Tu vois, les tout petits personnages, mais tout mignons. Un peu chibi. Voilà, c'est sympa. C'est ça. Ouais, chibi sexy, pour, quoi. pour exciter sous la couette, il y a mieux, hein, non? On est d'accord, mais Oui. là, c'est de la fourrure. Peut-être que ça peut t'intéresser. Quoi, en fourrure, oui. Voilà. Quand tu aimes les poils et les pour enfants. 20 €, vous avez la BD imprimée et signée, ce qui peut être sympa. Après, pour les dédicaces, il y en a différentes et en plus, elles relancent souvent. Il reste encore, je crois, une petite semaine, si je me trompe pas. Et là, le projet voilà, est déjà réalisé. Ils sont à plus de 200%, c'est sympa. Et pour 40 €, on a une deuxième BD de cul. Narcisse. Oui, Narcisse, qui est aussi fait par Qui est Katia soft Evan. aussi. J'aime bien les deux marques de Tu l'as main lu sur ses fesses. Non. Tu peux passer à la suite? Ah, c'était pas celui-là. Si. Non, mais c'est pas grave. Putain, mais il est aux fraises, le. Et là, donc, Pierrick, tu vas nous parler de Babord à la rescousse, Ouais. des cacahuètes. Babord à la récouse de cacahuètes. Et tu vois que là, quand on parle de niveau de réussite du crowdfunding, je suis désolé, il est à 794 500%. Ouais. Tu Oui, peux rappeler sauf combien il avait Combien demandé? il a demandé au Ah, départ? le mec, il demande 8 €, forcément. C'est ça. Un Non, euro. 1 euro. C'est ça. Ouais, mais 794 500%, il a fait péter les compteurs, le mec.
C'est ce que j'appelle une stratégie de com vraiment bien huilée. Ouais. C'est une façon de voir les 800 000 choses. là. En même temps, quand il va devoir C'est payer bon. les droits d'auteur pour Babar. Voilà. Alors, Babar l'éléphant, c'est un compte Twitter à la base humoristique où il dit beaucoup de conneries en écrivant très très mal exprès. Les gens l'ont beaucoup pris au premier degré, mais c'est beaucoup de conneries. Et donc, il a décidé de se lancer dans la bande dessinée. Pour ça, il s'est entouré de gens talentueux, genre les éditions Varoub, qui sont là pour le soutenir et qui ont sans doute, Éditeur de qualité. enfin, qui sont sans doute dit, oh, lui, Qui il a des sponsorise tonnes de le One followers. Man Club, vous l'avez compris. Non, lui, il a des tonnes de followers sur Internet. Je vais mettre des sous dessus et je vais mettre genre 1 euro le crowdfunding parce que je suis sûr que j'aurai des tonnes de thunes quoi qu'il arrive. T'as vu un peu comme je peux être mi-10 ans aussi. Donc je pense que c'est ça, mais il a réussi. Et il propose donc une chouette bande dessinée totalement second degré qui se moque un peu de Babar l'éléphant. Pour 5 euros, vous avez le PDF. Le livre, vous pouvez l'avoir à partir de 20 euros. Il y avait des dédicaces, enfin les livres signés à pas cher, mais c'est déjà tout parti. C'était pour 40 euros. Et vous pouvez avoir une vraie dédicace pour 150 euros. Et il y a quelques contreparties intéressantes. Donc par exemple, une visite au zoo avec Babar l'éléphant pour 300 euros. Ils peuvent même aussi, ils vous proposent pour 150 euros de faire un McDo avec lui. Il dit, et c'est lui qui régale, en fait c'est vous, mais bon, hein, vous avez compris. Jusqu'à 150 euros le McDo. La dédicace à 150 euros, il se fait pas chier quand même sur la Non, dédicace. 300 euros la dédicace. Non, c'était 40 euros le livre signé Oui, avec une signé, blague mais exprès. si tu veux une dédicace... Oui, mais quand il y a un auteur de qualité, c'est comme ça. Voilà. Donc ça a l'air très très vu drôle. que c'est pas son cas, tout va bien. Et il te Comment ça se fournit passe au un cas petit échantillon de vaseline. Tu as déjà vu des trucs de lui? Bah, Faut dire là, ça. je regarde, là, Moi je trouve ça très sympa. ça me fait piquer les yeux. Ah ouais. Tu es de Voilà. médisance. Ah, c'est fait. Voilà, donc Babar à la rescousse des cacahuètes chez Ulule, et moi je trouve que ça a l'air vachement intéressant. Parce que c'est chez Vraoum, c'est pour ça que tu dis ça. Non, c'est parce que je trouve, non, même Mais pas. oui, mais parce que voilà, on clash aujourd'hui, puis c'est tout. Et puis c'est comme ça, on va demander aux gens de parler de l'homme gribouillé. Quand tu dis aux gens, tu penses à une personne en particulier quand même. Oui, la personne en particulier c'est Jérôme. C'est le Jean qui est à côté. Dis-nous ce qu'est donc l'homme gribouillé. Un pavé. C'est un livre. Oui, L'Homme gribouillé, c'est un gros livre. C'est un gros livre chez Delcourt. Montre le gros livre. Et Voilà. parle dans ton micro s'il te plaît. C'est un gros livre chez Delcourt. Alors, tu dis montre le gros On livre, s'en mais fout. tu sais qu'en même temps, Tu il sais, apparaît. je le vois, sur, tu voilà. sais. Oui, arrêtez de demander de montrer. Alors non, on est sur un roman graphique en noir et blanc, donc dans la pure tradition du roman graphique, 300 pages. Alors c'est un album dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il a été assez encensé par la critique au moment de sa sortie et même après, donc il est sorti début 2018. Comme la plupart des BD de Lebad et celle de Peters. Peters. Et là c'est les deux, donc pas un double encensement. Voilà. Et d'ailleurs, un certain nombre de chroniqueurs ont dit que, en fait, il y avait eu un mauvais timing au niveau de la sortie, puisqu'il est sorti début janvier 2018. Ah, c'est mieux dans le micro. Et n'est-ce pas, et que du coup, ça lui avait fait rater le Fauve d'Or, parce que s'il était sorti un petit peu plus tôt, il aurait pu être proposé à Angoulême. Et là, ça n'a pas été le cas. Et puis après, pour l'année 2019, c'était beaucoup trop tôt. Ça faisait trop longtemps. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est l'histoire de femmes, au pluriel, de plusieurs générations de femmes. Là, arrête, parce qu'après, on ne voit plus dans la caméra. Mais on s'en fiche quand on va dans la caméra, l'important c'est qu'on t'entende, monsieur. Donc, c'est l'histoire de plusieurs générations de femmes, axée autour du personnage essentiellement de Betty. Donc, Betty, elle a un gros souci, c'est que quand elle est en stress, elle a des crises d'aphasie. L'aphasie, c'est qu'elle ne peut plus parler, elle n'a plus de voix. Je crois qu'il y a quelqu'un qui connaît un peu ça, non? Je sais pas. Ça arrive. Ça arrive. Voilà. Et donc du coup, elle communique en écrivant en fait sur son téléphone. Et elle va découvrir petit à petit que sa mère lui a caché des choses et qu'il y a un gros secret de famille. On va pas en dire beaucoup plus, si ce n'est que On va le dire dans le micro. on va pas en dire beaucoup. On va pas en dire beaucoup plus, si ce n'est que donc elle est menacée par un homme qui s'appelle Max et que cet homme a une force surhumaine et hyper rapide, J'ai etc. pas voulu la faire, celle-là. Tu vois. C'est
Je savais qui. Il y a le fantastique est très présent dans cet Oui. album. Donc, au niveau du scénario, on est sur un scénario vraiment très, très, très construit. Ça, pour le coup, en 300 pages, il n'y a pas de problème. Mais alors, faut arrêter de me bouger le micro. Bah, en fait, c'est juste pour que tu parles dedans, parce qu'en fait, tu as tendance à t'éloigner volontairement. Si t'avais un casque, peut-être que tu saurais que tu t'éloignes du micro. Ok. Poursuis. C'est possible. Bah, passe-moi un casque. Bah, on n'en a pas. Et ben voilà. Alors, Donc vas-y, poursuis. maintenant, faut arrêter de me proposer un casque. Donc, du coup, je disais que c'était un scénario très construit. En fait, l'album est scindé en chapitres. Et les différents chapitres s'enchaînent très bien. Il faut absolument accepter l'arrivée du fantastique dans cette histoire, qui est, je le reconnais moi à la lecture, assez perturbante au départ. Puisque l'arrivée de ce fantastique ne se fait pas par un événement tonitruant comme l'arrivée d'une soucoupe volante avec des extraterrestres dedans, pas du tout. C'est progressif. Mais à un moment donné, il faut accepter ce fantastique pour rentrer dans l'histoire. C'est sûr que si on est un petit peu hermétique à ça, on va passer à côté des choses. Le dessin est assez fin, je vais dire ciselé. Il est léché, le dessin. On a un premier plan avec des visages de personnages qui sont très expressifs et un arrière-plan qui est extrêmement descriptif. Donc on est sur un dessin réaliste. En noir et blanc, ce qui rend très très bien. Et je pensais qu'il y aurait plus de rebondissements à la fin. Voilà. Je savais pas comment t'allais tourner ton truc, mais t'étais un peu emmerdé quand même. Ouais, je suis un peu emmerdé. En fait, pour tout vous Puis on t'a dire... bien laissé faire le blanc, tu vois, on a été sympa. D'habitude, on te coupe la parole, et là, on s'est dit, tiens, il a un blanc, laissons-le se démerder. Il est au bord de la falaise, il est en train de tomber, mais on le regarde faire au ralenti. Non, je vais vous dire. C'est parce qu'il parle pas dans le micro, je le dis un peu. J'hésite sur un coup de cœur. Voilà, j'hésite sur un coup de cœur. J'en suis pas loin. Peut-être que mes camarades autour de cette table vont me convaincre de basculer d'un côté ou de l'autre. J'hésite parce que sur la fin, ce petit côté de rebondissement à la fin qui à un moment donné me manque un petit peu. Mais c'est une très belle histoire, très bien construite, et j'ai pris beaucoup de plaisir à la lecture de ces 300 pages qui sont passées comme une lettre à la poste. Je trouve que tu as résumé ce qui fait, à mon avis, la force du bouquin. C'est que on dévore le bouquin. Tout fonctionne. Le dessin, la construction du récit, les enchaînements de chapitres, l'apparition de ce côté un petit peu fantasmagorique qui finalement coule tout seul. Il n'y a pas effectivement d'éléments de rupture. Je suis d'accord avec toi, la fin est peut-être pas tonitruante en termes de rebondissement, mais on prend un tel plaisir et c'est une telle réussite pendant 250-300 pages que finalement le manque d'explosivité de la fin, c'est peut-être que le reste est tellement bien qu'il aurait fallu placer la barre extrêmement haut pour qu'il y ait un effet waouh supplémentaire à la fin. Pour moi, c'est un coup de cœur parce que j'ai passé un très bon moment à la lire et comme tu le disais, tout s'enchaîne, tout se lit, mais extrêmement bien, extrêmement vite et on prend un très grand plaisir tout le long. Thio. Alors là, vous avez quand même été assez complet quand même au départ. Moi, au départ, j'avais vraiment l'idée d'un scénario un peu policier. Et j'ai été vraiment très surpris du côté fantastique qui grimpe, mais au fur et à mesure. Et finalement, je me suis bien retrouvé. À un moment donné, par contre, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'on est toujours dans la réalité ou est-ce qu'on est dans une sorte d'univers un peu fantasmé ? Parce que, alors tu sais qu'elle a des aphasies, mais est-ce qu'elle n'a pas autre chose ? Tu vois, je me suis posé la question de me dire, est-ce qu'on n'est pas dans un truc... visions, Ouais, où tu es vraiment sur un degré au-dessus, quoi. Starbé, quoi. Médicalement parlant, c'est Médicalement parlant, ouais, c'est ça. Et voilà, ce mélange au niveau du scénario qui est à la fois réaliste, policier, fantastique, j'ai trouvé que voilà, c'était vraiment bien ficelé. C'est vraiment super bien construit. Tous les passages sont intéressants. Il y a les lenteurs quand il faut, il y a les accélérations, top. Au niveau du dessin, je suis resté un peu sur le cul à des moments sur l'utilisation des ombres, sur les décors qui sont, comme tu disais, en arrière, qui sont super bien faits, quoi.
Par contre, j'ai eu un petit souci, moi, alors sans faire de spoil, avec un grand moment épique de la fin, qui je trouve graphiquement m'a pas complètement enthousiasmé. Et du coup, je trouve que ce passage-là manquait un peu de lisibilité. Et cette impression-là, tu vois, elle est un peu restée, même si sur tout le reste du bouquin, je me suis vraiment régalé, ça m'a un peu gâché le plaisir de la fin. Maintenant que tu en parles, je suis d'accord avec toi. Mais, J'avais oublié, mais je suis d'accord. mais du coup, vous êtes en coup de cœur ou pas? Tu vois, quand tu disais que tu étais en balance, justement, j'hésitais sur... Moi, je mets quand même le oui. C'est vraiment le livre de l'hésitation, hein, parce que c'est un peu mon cas aussi. C'est très bien ficelé au niveau du récit, de la narration, de ce mélange entre le polar et le polar un peu conspirationniste aussi, hein, et le fantastique conspirationniste. En fait, on a l'impression que Serge Lehmann a pris les côtés conspirationnistes qu'on peut avoir dans le polar et qu'on peut avoir aussi dans la littérature fantastique, avec là on a une sorte de secte en gros, hein, qui essaye de suivre un phénomène, etc. Donc qui arrive un peu tard dans le bouquin, mais je spoil pas trop parce que c'est une secte un peu spéciale. Les mystères sur les héros, il y a aussi tout ce côté sur ce qu'on sait de soi-même, qui est aussi une thématique classique qu'on a dans le polar, où souvent c'est l'histoire d'amnésique, tu sais, qui découvrent leur passé qu'ils avaient oublié. Sans aller jusqu'à l'amnésie, il arrive à amener un peu ce propos-là. Le dessin de Frédéric Peters il a commencé par le noir et blanc, à faire des bijoux en noir et blanc, hein, que ce soit Lupus. Moi, j'ai lu son Coma en noir et blanc. Les couleurs étaient pas mal, mais en noir et blanc, il était déjà déchiré. Il a fait Pilule Bleue, qui était un bijou en noir et blanc aussi, Peters, vraiment magnifique. Et là, il le met au service d'un récit fantastique, ce qu'il a fait récemment dans notre truc, mais dans un environnement réaliste. Et ça marche super bien. Il arrive à poser ses ambiances, à rester assez cinématographique dans le ton, avec des grandes cases bien allongées, vraiment panoramiques, en jouant sur une narration au niveau des scènes d'action qui permet d'avancer. On s'ennuie pas dans les moments lents, et on est pris au trip dans les moments d'action. Et ça marche super bien. Et j'étais aussi dans l'hésitation, et en fait, c'est Thierry qui a dit oui, et s'il ne fallait pas plus pour me convaincre à dire oui aussi, pour que ce soit un coup de cœur. Voilà. Pour une fois que Thierry a réussi à me convaincre d'un truc. Et qui, pour une fois, Dont tu te souviens. Et qui, pour une fois, était avouable. C'est ça. Moi, je vais vous dire, si je dois pas balancer sur un côté, moi, il y a un personnage que j'ai absolument adoré dans cet album. C'est Inferi. Oui. Je le trouve génial. Tu le vois, en fait, comme dans un film. Ah, mais oui. Il est extrêmement bien rendu. C'est un je suis homme d'accord. avec 6 doigts à chaque main et sans rien spoiler du tout là pour le coup, parce que c'est difficile de parler de cet album. Oui. On est dans du polar avec du rebondissement, de la découverte. Voilà. Et Inferi, c'est un homme avec 6 doigts à chaque main et en plus c'est une ventouse et c'est un octopus vis-à-vis des filles. Donc c'est assez génial parce que on sent, quand on le voit, on sent la lubricité qui transparaît des pages. Les personnages sont très bien décrits. Le personnage de l'autre héroïne, hein, la fille de l'héroïne. La fille de Betty qui s'appelle Clara. Clara, qui est aussi un personnage que je trouve très bien décrit pour une ado. Qui est bien. Voilà, un personnage intéressant, intelligent. Voilà, je trouve que c'est très bien foutu. Bon, on valide le coup de cœur, là, je crois. Ouais. Allez. Et donc, c'est un coup de cœur pour L'Homme gribouillé de Serge Lehmann et Frédéric Peters, qui était sorti aux éditions, c'est chez Delcourt, je crois. Delcourt. C'est un gros pavé qui est en noir et blanc, donc qui doit être un prix. Qui est à moi. On va passer sur quelque chose d'un peu plus velu, qui s'appelle Les Jours incandescents. Un magnifique Désolé dessin pour les petits coups sur la table, c'est une souris qui est maltraitée. Illustré par Stéphane Berger et écrit par comment il s'appelle, Joseph Danvers. Voilà. Thio, c'est à toi. Pas du tout. C'est Ti. Désolé. Ah, pardon. Mais c'est parce que c'est imprimé trop petit, je vais mal capter. Mais tu arrêtes avec tes excuses en carton. Donc oui, c'est pour ma pomme. Donc je vais faire comme je peux parce que je l'ai vu il y a quand même un bon petit paquet de temps. Mais c'est un album qui m'a marqué dans le sens où j'ai passé un très très bon moment sur l'ensemble des histoires. Il y a une dizaine d'histoires dans le bouquin. Il y a 10 styles graphiques très différents les uns des autres. Et donc on se balade à travers ces espèces de petites nouvelles qui sont racontées et qui sont toutes
assez prenantes en termes de sentiments. Voilà, elles ont toutes énormément de relief, je trouve. Il y a un vrai parti pris à chaque fois. Donc on va avoir un petit jeune homme à vélo qui va mettre le feu à une maison pour punir le violeur de sa petite amie. On en a un autre qui vit sa dernière nuit de liberté. À chaque fois, voilà, on a des choses qui sont très très fortes, des moments de vie où c'est un point crucial pour chacun des personnages et où il y a vraiment une vraie bascule, où il y a des vrais choix, où il y a des vraies prises de risques, ou à l'inverse, des vraies exactions qui sont menées et qui vont les bouleverser pour toujours. Donc voilà, c'est très bien écrit, je trouvais. On a toujours un petit doute sur comment ça va se terminer, parce que c'est quand même à chaque fois assez fort. Mais globalement, ça penche toujours vers le côté ça va pas bien se finir cette histoire. Et bon, régulièrement, effectivement, ça se finit pas forcément très bien. Toujours est-il que c'est un album qui m'a énormément surpris parce que je m'attendais pas forcément à, dans des choses aussi différentes, à une qualité relativement régulière sur l'ensemble des histoires, sur des sujets très différents et des traitements graphiques très différents. Voilà, moi j'ai été séduit par l'ensemble du bouquin. Il est connu, cet éditeur, Kenneth, là, il a fait des trucs connus. Moi, je le il a connais fait pas. quelques trucs, mais pas grand-chose. On en a déjà parlé. Oui, on en a déjà parlé. Je suis en train de On réfléchir. a le truc du Québécois, Jacques de la Montagne, là. Oui. Shelton et... Shelton et Felter. Et Felter, Felter. qui est très bien d'ailleurs. Voilà. C'est un petit éditeur, mais qui sort des choses assez intéressantes. Moi, je l'avais un petit peu qualifié. Pour moi, c'était un peu un ovni, tu vois, l'objet bédéphile non identifié. 10 nouvelles qui ont un ton qui est étrange. On est sur quelque chose qui, à des moments, peut être assez violent, dérangeant. Alors, ce que je vous dis là, c'est pas forcément sur le texte ou sur l'image, mais c'est sur moi l'impression que j'en ai eu en le lisant. C'est vraiment une impression de lecture, quoi. Et j'ai... Voilà, ça laisse pas indifférent, ça secoue, ça te balade, et j'ai vraiment vécu le bouquin en fait comme une sorte comme 10 petites expériences au niveau du dessin et au niveau du texte, quoi. Je peux pas vous dire que j'ai aimé, je vais pas vous dire que j'ai détesté, mais en fait je l'ai lu avec de la curiosité tout le long. Chaque histoire, tu vois, ça m'a amené C'est un plutôt truc. bon signe, non Ouais, mais tu vois, je me suis pas emballé, quoi. Je me suis pas dit, putain, c'est génial. Non, je me suis pas dit c'est bien, je me suis pas dit c'est nul. Je me suis dit, non, j'ai eu envie de le lire. Mais voilà. Est-ce que je sais pas, pour l'impression ou pour le... Est-ce que tu t'es demandé si Pierrick allait nous le refuser en disant Mais ça, c'est pas de la bande dessinée. Non, il le fait que pour le hardbook maintenant. Et c'est bon, on a réussi à le faire un peu descendre au niveau Ah, légal. c'est bien. Est-ce que tu t'es posé la question ? Mais c'est-à-dire que certaines des histoires sur les 10 sont traitées de façon plus classique en lien avec la bande dessinée. On retrouve malgré tout un système de cases. D'autres, pas du tout. On est sur... pour certaines des histoires, on est relativement proche de ce qu'on a chroniqué dans la dernière ou l'avant-dernière, je ne sais plus, de Black Dog. Oui, Dave McKean, oui, Dave McKean. Il y a une affinité. Et où, effectivement, on a un traitement graphique fort à base d'expériences de peinture, de projection, certaines affiches de etc. Stéphane Perger, pour avoir vu certaines affiches qu'il a fait, il y a une petite filiation Voilà. avec Dave McKean. Et on a un texte à côté qui vient raconter, et le dessin est là pour donner l'ambiance, pour donner l'état d'esprit, parfois pour donner un élément de décor ou pour donner un visage au personnage, ou une puissance à l'action qui est décrite dans le texte. Donc voilà, à des moments on peut se poser la question si effectivement c'est de la bande dessinée ou pas dans certaines de ces histoires. Bon, je vais vous donner mon avis. oui, ce nous livre attendons ton m'est tombé avis. des mains. On va avoir la lumière d'un coup. Ouais, non, ce livre m'est tombé des mains parce que le dessin de Stéphane Perger, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. C'est superbe, il varie son style en fonction des histoires, c'est génial. Ce qu'écrit Joseph Danvers, c'est bien écrit, c'est bien foutu, un peu prévisible. C'est chiant comme un jour de pluie, en fait. Tu te vides un peu l'an, mais tu te vides un peu la fin. D'un autre côté, c'est des adaptations de chansons. Donc il y a un côté très poétique.
Et parfois, effectivement, d'un point de vue de la narration, tu dis « Oh, ça se ferait une belle image dans une chanson, mais ça fait un peu creux dans un album illustré. » Et Moi, je trouve on est dans un album illustré qui a des belles trouvailles narratives. Il y a vraiment un travail de narration, de découpage, qui est de la bande dessinée pure, au niveau du travail de Stéphane Berger. Mais on a plus l'impression qu'il a essayé de se coller au texte. Dans une des premières histoires, à un moment donné, on voit un zippo qui est jeté et il faut attendre 3 cases avant qu'on nous dise dans le texte. Et là, il jeta le zippo dans le feu. Il y a un décalage entre le texte et l'image. Tu as l'impression que, d'un point de vue de la narration, il a essayé de suivre le texte, mais que des fois, ça collait pas parce que le rythme du texte pouvait pas coller au rythme de la BD. Il y a un texte qui a été écrit, Stéphane Berger l'a pris et a essayé d'en faire une bande dessinée avec les moyens du bord. Je trouve qu'il s'en est pas trop mal sorti, mais en gros, c'est vraiment ça. Pour moi, le texte et le dessin, ils s'emboîtent pas bien. Ça colle pas bien ensemble. Et tu as 2 choses qui pourraient être excellentes séparées, mais qui, pour le coup, et c'est dommage, n'arrivent pas à bien marcher. Ça matche pas, quoi. Comme on dirait dans ton pays. ça matche pas. Ça matche pas. Et donc voilà. Et pourtant, c'est vraiment un ouvrage magnifique. C'est-à-dire que tu peux feuilleter pour regarder des images, lire peut-être les textes. Après, je connais pas la musique de Joseph d'Anvers. Oui, alors voilà, je je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de le présenter parce qu'on en a parlé tout à l'heure et du coup, ça m'est sorti de l'esprit. Joseph d'Anvers, en fait, est musicien, auteur-compositeur. Et là, il a demandé à Stéphane Berger de mettre ça en image. Voilà, ils se sont rencontrés, machin, tout ça. Et donc voilà, c'est la rencontre d'un auteur-compositeur, d'un musicien qui a choisi certains de ses titres préférés, phares, on les appelle comme on veut, du dernier album qui s'appelle Les Matins Blancs, et qui ont été mis du coup en illustration dessinée par Stéphane Berger. Et voilà, non, mais ça reste un travail, je trouve, magnifique, mais je trouve que voilà, ça ne matche pas entre les deux, quoi. C'est un peu dommage à mon goût. Ok. Moi, je trouve qu'au contraire, ça matche bien sur l'ambiance, effectivement. Et, en fait, on l'a déjà dit. Non, mais je suis pas d'accord sur ce que dit Pierrick. Oui, c'est ce que On tu as l'aura déjà noté. dit. Toi, tu as dit que ça matchait bien, et lui, il dit que ça matche pas. Et toi, tu dis que, ouais, bof. Et moi, je dis que. Moi, je l'ai lu avec beaucoup de curiosité tout le long. Donc, j'ai pas aimé. Et toi, Jérôme, qui l'a pas lu, tu en penses quoi? Là, Qu'on va passer à l'album d'après. Ah ouais, ouais, d'accord. je pense Allez. qu'il a dit qu'on lui avait pas vendu, tu vois. Mais je suis pas tout. Ah, pardon. Bujirushi de Naoki Urasawa. Quoi? Bujirushi. Ah oui, avec le nez, c'est chaud quand même. Ah, c'est dur. c'est le- chaud, ouais. Parce que j'ai compris Bujirushi. j'ai dit- Donc, c'est un livre chez Futuropolis avec le Louvre Édition, donc dans la collection qui est écrite sur les collaborations entre le Louvre et Futuro. Et en gros, il faut savoir qu'ils ont demandé à des auteurs de toutes nationalités de faire une bande dessinée, dont Naoki Urasawa. Putain, c'est dur ce nez de merde. Naoki, pas Noaki. Naoki. Koba les fans d'Urasawa. Bref. Kobayashi, toujours. Ouais. Nous allons suivre l'histoire de Japonais qui vont une jeune fille et son père qui vont se retrouver dans une mésaventure qui va les conduire à devoir faire une sorte de casse dans le Louvre. Pour résumer très vite. Ouais. Oui, si, c'est ça. C'est un TGV quand même. Hein. Ah oui, non, mais c'est du. Si, non, mais si. Voilà. Ok, le musée. Soutenu par un mystérieux donateur bizarre avec des grandes dents. Monsieur le directeur. Je dirais pas donateur. Oui. Non. Oui, donateur. Non, Monsieur le pas du directeur. Parce que cette famille-là, elle souffre parce que le mec, il avait voulu fabriquer des masques qui. Le mec, c'est un loser. Oui, c'est un loser, ouais. C'est un gros Gros loser intégral, Gros. naïf, qui se fait escroquer par tout le monde en fait. Et donc, Heureusement, il a sa fille. Oui, qui est elle, Heureusement qu'il- je veux dire, le Oui. point de la sagesse quoi. C'est c'est tout à fait ça. heureusement que, et je sais pas de qui elle a pris. Hein. Voilà. Oui, pas forcément de la mère non plus, mais bon. Enfin, Bref, on va suivre un peu toutes ces mésaventures avec surtout une sorte de signe des rêves, un symbole qui reviendrait quelque chose souvent. On retrouve un peu les petits tics narratifs de Urasawa, avec ces trucs qui viennent du fin fond des âges, qu'on avait dans Billy Bat, qu'on a eu un peu dans Monster aussi. C'est chaud. 20th Century Boys aussi. Hein, Oui, qui oui. avait, Abby, amis avec leur maison leur cabane de jeu. Voilà. Enfin bon. Donc ce jeu sur le temps, sur l'histoire courte pour du manga pour le coup, mais que Futuropolis a eu la bonne idée de sortir en grand format, double album cartonné. Joli quoi. Joli.
Et avec un coffret. Et avec un coffret en plus qui coûte 2 euros plus cher que si tu achètes les albums séparés. Ouais, mais t'as un beau coffret pour tes étagères. Bon, Urasawa, d'un point de vue du dessin, il n'y a rien à dire. Je trouve son travail toujours aussi excellent, un grand réalisme et un grand dynamisme. Il a réussi à mêler pour moi les qualités du dessin. Il bêle bien. Va te faire foutre. Les qualités du graphisme à l'européenne au dynamisme Un peu asiatique. de bienveillance, s'il vous plaît. Voilà. Oui, on est un podcast bienveillant, Voilà. monsieur. Rappelez, en plus, nous, c'est notre boulot, Ouais. bienveillance. Ouais. Et au niveau du scénar, c'est vrai que j'ai un peu expédié le résumé, mais d'un autre côté, c'est un peu expédié pour du manga, parce qu'il doit aller très très vite jusqu'à la conclusion. Et une petite déception quand même. Une déception qui tient à 2 choses. Premièrement, j'ai pas été totalement pris dans l'histoire. Et la raison principale, je pense, c'est parce que un des personnages importants, c'est ce gars bizarre avec un grand sourire. Et tu apprends Iyami. dans la postface que c'est une figure populaire japonaise super connue. Donc en gros, tu t'es fané tout le bouquin en te demandant « Ouais, c'est bizarre, gna, gna, gna. » Et là, on te dit « Eh ben, c'est Astérix. » Tu vois, en gros, c'est l'idée. C'est comme si tu avais un clin d'œil à Astérix dans une BD, mais que tu sais pas qui est Astérix. Tu passes... Tout le monde part du principe, l'auteur part du principe, tu vas connaître quand même, c'est évident, c'est un truc super populaire chez nous. Et là, t'apprends dans la postface ce que c'est. Et Alors, moi, ça m'a complètement... Est-ce un que peu- vraiment tu peux incriminer l'auteur, l'éditeur pour ton manque de culture? Je dirais j'incriminerais l'éditeur de ne pas avoir présenté ce personnage-là au début de l'album. Bref, j'ai trouvé ça bien foutu, sympathique. Ça reste un livre de qualité dans la collection du Louvre, mais j'ai l'impression d'avoir lu un bouquin sans avoir les clés pour le lire parce qu'on ne me les a pas données au départ. Il n'y a pas eu cette introduction d'un personnage parce qu'il partait du principe qu'on était censé le connaître. Et c'est pas le cas pour moi. Jérôme. Moi, j'ai toujours du mal avec les livres de commande. Donc, très clairement, là, c'est un livre de commande de la part du Louvre, comme toute la collection ad hoc le Louvre BD, qui a le mérite de faire travailler de grands auteurs sur la thématique du Louvre et de faire publier de grands auteurs, y compris des auteurs internationaux, donc très bien. Sur un exercice imposé qui est celui du Louvre, mais encore une fois, voilà, l'exercice est trop contraint pour faire un chef-d'œuvre. Pour autant, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la lecture de cet album et j'en ai lu pas mal de la collection du Louvre. Je trouve que le meilleur est celui de Nicolas de Crécy, période glaciaire, et pourtant je suis pas un grand fan de Nicolas de Crécy, mais je trouve que son album était particulièrement réussi. C'était un des premiers, si ce n'est le premier, qui avait été fait avec le Louvre. Et celui-là, franchement, moi j'ai trouvé que c'était plutôt une belle réussite par rapport à d'autres albums de la collection du Louvre que j'ai pu lire. C'est sûr que c'est pas un chef-d'œuvre, mais pour autant, voilà, il y a de la surprise. J'ai trouvé ça intéressant et on voit le Louvre et puis un tableau en particulier. Alors effectivement, maintenant que tu le dis, Pierre, effectivement, ils auraient pu présenter ce personnage-là au début. Iyami. Il est présenté à la fin. L'objectif de Urasawa, qu'il dit dans sa postface, c'est de faire découvrir justement ce personnage extrêmement présent et extrêmement populaire dans la culture japonaise, dans la culture manga japonaise, au public français. Et il espère que cet album permettra de faire découvrir ce personnage. Et c'est sans doute le cas, puisqu'effectivement, on ne peut pas passer à côté. Voilà, je pense que... Mais ça t'a pas semblé un personnage un peu décalé dans tout le récit, et d'un coup, à la fin, quand t'expliques, tu dis « Ah bah oui !» alors que si tu l'avais su, t'aurais eu un niveau de lecture supplémentaire et t'aurais pu un peu plus apprécier le côté référencé et la richesse de l'album. Pas plus que ça, parce que en pratique, n'ayant pas lu les albums où il est le héros, ou l'anti-héros en tout cas, puisque c'est un escroc en fait, ce mec-là, ça m'aurait pas apporté plus que ça. Après, on voit tout de suite que c'est un escroc. Bon, il se fait passer pour quelqu'un de l'Institut culturel français à Kyoto ou à Tokyo. Bon, on voit tout de suite que, on comprend rapidement que c'est pas vrai. Il est absolument exaspérant et horripilant dans ses tics de langage. Ça, c'est vraiment super chiant. Hein ? Sans façon. Sans façon.
Pardi. Pardi, sans façon. Et en Le fait, traducteur a dû beaucoup s'amuser à essayer de les reproduire, ce justement. que je veux dire, au bout de la 12e page, en fait, t'as déjà envie de le claquer. Ah oui, non, mais il est insupportable. Mais en même temps, il est insupportable, mais le père est aussi tellement insupportable Oui. dans sa médiocrité que, voilà, on a tous les deux envie de les claquer. J'ai bien aimé le clin d'œil au président américain aussi. Justement, c'est la Beverly Craven. Voilà, c'est C'est Trump. C'est Trump au féminin. je pense que Urasawa, c'est pas trompé. Voilà. Ouais, T'en as vous- pensé quoi, toi Et vous, Thio messieurs Il y a que moi, en fait. Lui, tu peux l'oublier. Il y a pas de croix, là. Ah oui, pardon, excuse-moi, c'est Non, vrai, j'ai c'est pas mis japonais, la croix. excuse-moi. C'est japonais, il peut pas. Il peut pas. Bah si, mais si, ça se bouffe, oui, uniquement. Ok. Au niveau du scénario, j'ai pas été satisfait par la fin. Moi, son espèce voilà, je vous le dis quand même, il y a le début de l'histoire, c'est qu'en fait, il y a 2 ou 3 bandes, je sais plus, verticales qui sont une sorte d'énigme, mystère. Et cette fin-là, où on nous explique les 3 bandes, voilà, pour moi, c'est du nawak. Oui, l'explication finale L'explication de la finale des 3 coïncidence de bandes. balade. Ouais, non, c'est de la merde. Voilà, on va pas aller plus loin. Ouais, c'est de la Quoi, merde. silence de malade. Mais non, Ne engage pas ce suspense bidon. non, mais pas du tout. Moi, j'ai trouvé qu'au contraire, c'était une très belle explication. Ok, d'accord, ok. Moi, voilà. Mais écoute, toi, elle t'a formidablement plu. Moi, j'ai trouvé que c'est vraiment de la daube. Après, Urasawa, au niveau du dessin, il a super bien dessiné le Louvre. On a même une visite des coulisses du Oui, Louvre. absolument, qui sont magnifiques. Enfin, je pense que ça va être le truc super cool à faire dans ta vie, quoi. En général, les auteurs qui font ces bouquins-là, Ils ont la droit- chance de pouvoir le faire. Voilà, donc, Ils ont le droit d'aller au Louvre aux heures où il n'y a personne et d'aller dans les endroits où tu n'as pas le droit d'aller. on voit le Louvre, voilà, donc sur toutes les facettes, avec en plus, je trouve un petit côté comment est-ce qu'est arrivée la pyramide du Louvre, comment est-ce qu'il a réussi, monsieur le directeur, a réussi à Oui. soumettre l'idée à François On Mitterrand. peut quand même dire qu'il Oui. dessine mal François Mitterrand, par contre. Oh, c'est pas mal. On l'a reconnu. Alors, le Louvre Édition, d'ailleurs, si vous voulez, je vous fais une BD en bonhomme bâton, balle dessinée. En bonhomme bâton, balle dessinée. Mais pas de souci. Vous me laissez l'accès au Louvre tranquille, je vous fais un truc au top en bonhomme bâton, balle dessinée. Non, t'aurais pas envie, toi aussi? Oui, c'est sûr, mais On peut rajouter peut-être que cette année, nous fêtons le 30e anniversaire de la pyramide du Louvre, 1989-2019. Oh, tu vois, Déjà. j'ai raté ce truc. Paye. Il est devenu... bon, enfin voilà. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment du Urasawa. Et on arrive peut-être justement à la fin. Tu sais, c'est une discussion qu'on avait déjà eue avec Matt Manga à l'époque, Oh, c'était il y a longtemps. qui nous disait que justement, voilà, les fins de tomes pour Urasawa étaient compliquées. Et ben, malheureusement, Apparemment, ça se confirme. je vais, pour une première fois, j'étais de lui dire, ouais, peut-être que toi, en fait, tu avais un don de visionnaire, Matt, mais oui, c'est peut-être un peu compliqué. Moi, sur celui-là, en tout cas, ça ne m'a pas satisfait. Après, comme tu dis, c'est un livre de commande, et pour ce qu'on avait, je crois qu'on a déjà lu un autre du Louvre Édition, On a eu plusieurs autres. et c'est vrai que celui-là est pas mauvais. J'aurais bien chopé celui de Florent Chavoué. Ouais. Je suis d'accord. Bon, on va terminer là-dessus. Le Louvre Édition, si vous l'envoyez, on le chroniquera. Voilà. Ouais. Bah, on te laisse la parole, Thio, pour Exactement. reparler du CC Dolores pour ceux qui étaient en live. Alors, UCC Dolores, deuxième épisode. Alors pour ceux qui étaient en live la dernière fois, on a eu un bug audio que je n'ai pas pu résoudre, qui nous a été révélé par The Game Online de TV qui était sur le chat. Merci à toi, tu nous as évité de refaire toute une émission que j'avais pu corriger. Et donc on refait la chronique pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, UCC Dolores, donc de Didier Tarquin et Lise Tarquin. C'est chez Glénat, donc Tarquin est parti de chez Soleil. Oh, jusqu'au prochain. Jusqu'au Jean-Fauste, prochain. à un moment donné, il faut manger. Quand tu dis il est parti, Alors, donc c'est un grand jour en fait pour Sœur Monique qui a Pas sûr 18 qu'il ans. revienne. Il est temps en fait donc pour elle de quitter l'orphelinat, de plus être donc dans le couvent des sœurs des nouveaux pionniers. Et des nouveaux pionniers, ouais, j'ai un petit, Ouais, c'est- voilà, j'ai un petit, ça arrive. Et en fait, en sortant du couvent, en fait, elle s'aperçoit qu'elle est l'héritière en fait d'un vaisseau spatial qui s'appelle l'UCC Dolores, un croiseur en fait pirate qui a appartenu au général Mac Monroe, visiblement un mec pas très très sympa, mais il en serait ce serait sa fille. Et donc du coup, elle a récupéré le petit zinc. Le problème, c'est que pour avoir un vaisseau spatial, forcément, il faut un pilote qu'elle va le chercher. Là, elle va trouver un bon gros bras Dans une cantina. Pardon. dans une cantina, c'est vrai. Mais ce mec-là est quand même un peu cérébré, je trouve. Tu vois, il fait gros bras, mais cérébré. Et on va avoir une sorte de robot énigmatique un peu mystérieux. Et assassin. Assassin ninja.
Ouais. et qui dépote, quoi, et qui va être en fait je sais pas, Mécano. le R2D2 du vaisseau. Un Jawa. Ouais, Une le sorte mec. de... Ouais, mais un Jawa Un badass croisement quand entre même. R2 et un Java, ouais. Et comment il s'appelle celui d'Albator aussi. Oui. Ah, mais Alfred. carrément. Ah oui, mais sache si- que Tarkin va faire un Albator. Néo. Non, non, Alfred. non. Alfred. Alfred qui devient l'âme du vaisseau, enfin dans le 78, mais qu'on voit dans le 84 parce que les deux Ouais. sont à l'envers. Vas-y, oui, continue. Ok. Non, mais c'est Albator. Là. Alors donc du coup, au niveau du scénario, eh bien, c'est un scénario de présentation. On est dans un univers quand même qui va être riche, qui à mon avis va avoir quand même pas mal d'épaisseur. On a comme je disais, un bon trio de bourrins, hein, un bon trio, un bourrin cérébré, la petite nonne candide, mais qui a quand même une plastique très avantageuse. Et donc notre Jawa Cliché. R2D2, Cliché. notre Jawa R2D2 Ninja. Voilà. Mais chacun a son petit lot de casserole, son petit lot de secrets. On sent qu'on va avoir des choses à révéler petit à petit. Surtout Le elle, rythme est quand même très très soutenu sur le premier tome. C'est quand même bourré d'action. Pas trop de place aux explications là-dedans. Maintenant, je pense qu'on va avoir quand même un scénario qui va s'étoffer dans le. Je crois que c'est parti pour être un triptyque, il me semble. Yes, you're right. Merci. Au niveau. Attends, il y a une voix dans l'au-delà qui m'a parlé. Oui, est-ce qu'on a des casques qu'on t'entend pas Le Evelyne, prochain de- novembre 2019. Le prochain en novembre 2019. Merci la voix dans le lointain. Au niveau du dessin, je vais te dire que c'est du Tarquin. Voilà, c'est du Tarquin, mais c'est un petit peu comme le bon vin. Je trouve qu'il s'est bonifié. Ah bah, tu compares ses premiers Lanfeust qui étaient déjà On corrects. va pas parler du premier Landfest. Je te dirais, même sur la fin de Landfest, je trouve qu'il a encore. Ah oui, non, mais il se modifie. il y a un c'est truc clair. en plus, quoi. C'est plus abouti, plus appliqué. Il y a toujours, par contre, le côté qui m'a toujours fait kiffer chez lui depuis le début, c'est les petits détails. Il adore. Il adore les petits détails qui sont glissés un peu Bah, et puis partout. il fait des clins d'œil sans arrêt. Hein. Exactement. Et des blagues, maintenant, dans les Lanfeust, il mettait des blagues qui, paraît-il, les traducteurs espagnols ne traduisaient pas. Mon petit frère, qui les a lus en Espagne, me disait « Ah, c'est rigolo, c'est écrit en français dans les petites cases. » Parce que les traducteurs n'ont peut-être pas vu, en fait, qu'il y avait les petits jeux qui balançaient dedans. Voilà. Et au niveau de la couleur, je voulais quand même juste noter que la couleur, elle met vraiment une belle mise en relief en fait, La du couleur dessin. est déchire, ouais. On a un très bon contraste et on a vraiment le dessin et le décor derrière, l'arrière-plan qui vont... tout y gagne en fait. Il y a vraiment, je trouve, une uniformité au niveau de la couleur qui est splendide. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, Lise est l'épouse de Didier. Voilà. Ça peut être sa sœur, mais Mais non, c'est l'épouse. Voilà. Pour résumer, en fait, je vais vous dire que pour moi, c'est peut-être Ça Non, c'est son c'est un épouse. début de space opéra à suivre. Moi, je l'ai trouvé finalement, après l'avoir relu une deuxième fois, tu l'as relu, quand même. je l'ai relu, je l'ai trouvé plutôt bon. À suivre. À vous. Ti. Oui, moi, effectivement, la partie couleur. Merci. Merci. Voilà. Jérôme, merci. Alors, ok, donc on l'a tous lu, mais non, mais je vais dire la même chose que Mathieu. Effectivement, la couleur met vraiment une grosse claque et c'est l'un des gros points forts de la bande dessinée. Après, on est quand même dans des choses très très caricaturales. C'est des recettes déjà largement connues, reconnues, utilisées, voire usées. Moi, c'est ça qui me fait un petit peu peur, c'est le manque de nouveautés, le manque d'innovation. Maintenant, c'est bien fait. Voilà, on peut dire qu'il y a un vrai savoir-faire, c'est extrêmement maîtrisé de bout en bout. Et autant on pourrait dire qu'il le fait à l'économie sur les nouveautés, autant il le fait en version très qualitative sur la quantité, aussi bien sur le dessin que sur le scénario. Comme le disait Mathieu, c'est très dense, c'est très riche. Il n'y a pas on présente 3 personnages, on fait une scène d'action et puis basta. Non, on a quand même une quantité d'informations non négligeable dans ce premier tome. Et ça pose énormément de bases et ça ouvre énormément de potentialités pour la suite. Voilà. C'est intelligemment construit. Bah, il y a aussi un point qui est important, je pense, c'est que Tarquin, à ma connaissance, a toujours bossé avec un scénariste, et on peut dire ce qu'on veut d'Arleston, qui connaît bien son affaire. Et d'un coup, se lancer à écrire son histoire, même si je pense que tu peux montrer ta copie à tes potes qui vont te corriger et t'éviter de faire des erreurs de débutant, c'est pas évident. Et là, oui, on est dans une bonne mise en place, c'est les charentaises, quoi. Tu te poses dedans, t'es tranquille. Il y a plein de petits clichés assumés qui sont sympathiques.
tu passes un très bon moment, mais tu te dis, est-ce que la suite va confirmer? C'est-à-dire que t'es vraiment c'est le problème souvent dans les BD, c'est que ces premiers tomes, et ben, maintenant, de plus en plus, on a l'impression qu'ils essayent d'accrocher dès le premier tome, et celui-là, il accroche pas, il pose des questions. T'as envie d'en savoir plus, mais heureusement, le prochain sort vite, mais ça aurait été dans l'ancienne façon de Si faire. c'est sur un triptyque, le deuxième sera un peu moins bon. Oui. Parce qu'on va être en attente, on va attendre l'arc. Non, sauf pour le si troisième. c'est l'Empire contre-attaque. Ouais. Donc, je crois lui à souhaite mort. de le faire. Mais voilà, c'est vrai que de plus en plus, dans les bandes dessinées, ils arrivent à faire des premiers tomes qui tiennent la route seuls et qui appellent pas la suite, même, enfin, qui l'appellent, mais qui se suffisent en eux-mêmes. Celui-là ne se suffit pas en lui-même, clairement. Heureusement, le prochain arrive rapidement, donc on aura vite une suite. Mais t'imagines, dans l'ancienne économie où tu sortais un album tous les ans, attendre un an, tu sais même plus de quoi parler l'intro et tu enchaînes sur la Mais suite. tu fais comme Mathieu, tu le relis. Tu relis. Oui. Mais Non, voilà, mais franchement, voilà, c'est pas. Mais c'est moi, pas- maintenant, j'ai des sous, je relis plus mes BD, j'achète des nouvelles, tu vois. Ah, ok, ouais. Ah, il est comme ça. Le mec blasé. Ouais, c'est ça. Jérôme. Merci. Je t'en prie. Tarquin a eu l'habitude de faire des cycles en 8 tomes. Je ne sais pas s'il va arriver à faire une belle série en 3 tomes. C'est une vraie question pour moi. Je pense que c'est un cycle en 3 tomes. Euh, Après, c'était pas lui qui était ou au un cœur cycle du. en 3 tomes. C'était pas lui qui était au cœur du Sénat. Non, mais... Enfin, j'imagine qu'il a écrit sa fin déjà, donc il sait où il va. Ouais. Non, mais bon, enfin, en tout cas, c'est une vraie question pour moi. Et une question aussi, c'est que donc il a réalisé 26 albums de Landfust. Donc, en gros, on va dire que ça fait au moins 20 ans qu'il bosse dessus, 25 ans qu'il bosse dessus. Est-ce qu'on peut s'extraire comme ça de Landfust? Parce que finalement, on est quand même sur un... Enfin, on lit du Landfust quand on lit UCC Dolores. Hein. Oui, tu retrouves un personnage qui est un peu trollesque, tu retrouves. Ah bah, le gros baraquet, c'est Ebus, il n'y a aucun doute là-dessus. Enfin, pour moi, en tout cas, ça fait absolument aucun doute. La nana, elle a à la fois du Landfust et à la fois du Sigzy et du Cyan, et j'espère Le qu'elle va... bourrin, ça pourrait être John McClane quand même. Carrément quoi John McClane. C'est John McClane, quoi. Oui, Bruce Willis, tu vois. ok, d'accord, ok. Avec la barbe de Lébi. Donc voilà, je pense que le père n'a pas tout à fait coupé les cordons avec sa création. Maintenant, je trouve que ce premier album se laisse lire avec beaucoup de plaisir et on sent qu'il a pris du plaisir à le faire, qu'il essaye de communiquer le plaisir qu'il a eu à le faire et à inventer son scénario, parce que clairement, il en avait ras-le-bol de Landfust. Il l'a dit d'ailleurs. Donc voilà, on espère que le deuxième tome et le troisième surtout formeront une belle trilogie. On attend de voir la suite, donc très bientôt. Voilà, tu parles sur le chat, t'étais pas prêt à envoyer jingle pour passer. Et je suis d'accord sur la mise en couleur. Tu vois. Oui, Bravo, Lise. Merci Bravo. d'avoir meublé. C'est bon, Bravo, je suis prêt Lise. pour envoyer la suite. Non, en fait, on était en train de discuter sur le chat. Ouais, avec ouais. Azertov. Oui, Et- avec Avec Azertov, Et surtout, c'est cool parce des que vaisseaux qui sont planqués. surtout, il n'y a que moi qui ne vois pas le chat, alors je vous emmerde. T'as qu'à avoir un smartphone, c'est facile. Ouais, je vous emmerde aussi. Ouais, on en a un pour deux, nous. Hein, c'est- Voilà. Et sinon, la bise, Jérôme. Tchuss. Ouais. Et Ako aussi. Donc oui, il y a Et, des il y a vaisseaux lui aussi. connus cachés. Alors Thio, t'avais trouvé le taxi du 5e élément, l'Enterprise, le vaisseau de Bender, ouais, le Galaxy, Galaxy le Express. je sais ouais, plus, oui. attends. il est trop bien celui-là. Un de Star Wars, le Nostromo. Azertov nous dit qu'il a vu le vaisseau d'Albator de mémoire. Ah, Faudra vérifier. J'en ai raté un. Bah, en tout cas, le crâne, Le crâne sur qui la est sur tête le- du Dolores. du Dolores. Ça, c'est clair. Ah, c'est- ouais. Si ça, c'est Non. pas le vaisseau d'Albator, enfin le premier, Ouais, mais deuxième. moi je la pense que c'est proue des vaisseaux du- en plus, les gars. premier. Non, là, ouais, là, non. Si, c'est la figure de proue du premier. Non, c'est capillotracté, je crois, désolé. Ah non, il a assumé. Non, c'est capillotracté, je suis désolé, je le compte pas dedans. Bon, allez, suite. Animosity, le tome 2, chez Snorgle Édition, nos voisins. Ça, c'est JJ. Alors, Snorgle, c'est une petite maison d'édition marseillaise. C'est en fait la librairie du Snorgle. Le patron a décidé de se lancer dans l'édition de comics.
Alors là, si je m'approche plus. Mais oui, non, mais faut le coller. Non, là, t'abuses, mais Ouais. faut coller ton micro. Ouais. Lèche la mousse, lèche Il la faut mousse. que ton nez frôle le bord pour que ce soit à la bonne distance. Donc, voilà, là le nez touche. C'est bon. Oui, non, c'est parfait. Eh ben, c'est super. C'est une phrase à méditer, celle-là, je pense. On va la garder. Regarde, tu as des niveaux au top, c'est superbe, continue. Bien, donc je disais que depuis maintenant 3 ans, le Snorglo Édition commence à éditer des comics américains. Donc dans les séries qu'ils ont le plus développées, il y a Animosity. Alors, je me rappelle plus du nom des auteurs, mais ça va me revenir tout de suite. C'est parce qu'ils ont- Bennett et Delator. Bennett, Delator. Voilà, c'est ça. Puisqu'après, sur la couve, ils ont aussi mis le nom du coloriste, qui est très bien, et le nom du traducteur, ce qui est aussi très bien. Mais nous, on les Traducteur citera pas. J'ai un doute sur le fait que ce soit le traducteur. Mais bon. Ah ouais, il me Vas-y, semble. poursuis. Bon, quoi qu'il en soit, donc on est sur une histoire assez classique, puisqu'on est sur l'éveil des animaux, la thématique de l'éveil des animaux. Donc du jour au lendemain, d'un instant à l'autre, même les animaux s'éveillent, c'est-à-dire qu'ils prennent l'intelligence et le don de parole, quel que soit. Non, c'est pas le traducteur. C'est le commis, le traducteur. Ah, c'est le commis. C'est le commis des comics. Non. D'accord. C'est Cédric. Ah oui, c'est Cédric. Et ben voilà. Donc le quatrième nom, c'est qui Ouais. alors? Je sais pas. C'est Le lettrage. C'est l'ancrage original. Le lettrage original. Oh, ils ont mis le lettreur. Ah oui, ça c'est la classe. C'est très rare de mettre le lettreur. sur Ah le oui, coup. alors le lettreur, effectivement, voilà, c'est le lettreur. Bon, bah, c'est la première fois que je vois le lettreur. Sur une couve, ouais, je crois. Et bonjour au commis, au fait. Ouais, salut le commis. Félicitations. Et félicitations. Donc du coup, voilà, donc on est sur une thématique de l'éveil. Donc c'est l'apocalypse d'un instant à l'autre, puisque évidemment, dès que les animaux prennent conscience de leur état, ils vont se rebeller contre l'humanité. Et les humains, eux, ne vont pas forcément se laisser faire. Enfin, après quelques semaines de catastrophe et où il va falloir qu'ils se remettent de ce qui leur arrive, ils vont essayer de reprendre le dessus. Donc, au milieu de tout ça, nous avons les aventures de Jess et de Sandor. Jess, c'est une petite fille qui va relativement vite perdre ses parents, et Sandor, c'est son chien. Donc, Sandor considère Jess comme sa propre fille, et ça tombe bien parce que du coup, il va l'accompagner comme sa fille. Et l'album fait d'ailleurs référence à la notion de paternité, de relation filiale, y compris entre animaux et humains, puisque de toute façon, là, tous les clichés sont explosés et il n'y a plus de barrière entre les animaux et les hommes. Alors, moi je trouve que c'est une série assez efficace. Il n'y a pas beaucoup de temps mort. En tout cas, dans les 2 premiers tomes, il n'y a pas beaucoup de temps mort. L'action avance assez vite. Dans le premier tome, ça va très très vite, puisque à la 3e page, je crois, c'est l'éveil. À la 4e page, la moitié de l'humanité doit se faire massacrer par les animaux. Et à partir de la 5e page, c'est aussi un peu du survivalisme, hein, on en parlait tout à l'heure. Donc, ce qui était très intéressant dans cette série, au niveau du scénario, je trouve, c'est des thématiques qui sont abordées, qui sont assez intéressantes. Comme quelle est la place de l'humanité dans une terre où les animaux se considéraient comme ses équivalents, ses égaux, et ce qui est en l'occurrence le cas, puisque Et qui ont été maltraités pendant des et années. qui ont été maltraités pour un certain nombre d'entre eux pendant des Centaines années. Mais également comment l'humanité peut vivre sans les animaux, parce qu'une partie de l'humanité va essayer de fuir ces animaux, et en fait ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas vivre sans les animaux, donc ils vont les réduire en esclavage, ce qui ne va pas forcément arranger les choses. Les animaux, eux, vont utiliser les techniques humaines pour se défendre, donc on va avoir ce que dans le scénario ils appellent les... ça y est, je l'ai perdu. Les animilitaires. Voilà. Enfin voilà. Donc il y a des thématiques qui sont assez intéressantes. Et je trouve que les 2 premiers tomes sont 2 tomes intéressants, dynamiques et sans temps mort. Au suivant. Alors, c'est dynamique, c'est sans temps mort, oui. C'est efficace, oui. L'idée de départ était excellente, oui. J'attends le nom. Mais maintenant... C'est ça, on l'attend tous. Tu l'as senti le mets? Tu l'as senti? Non, mais soyons honnêtes, au bout d'un moment, est-ce qu'une chouette idée, ça va te faire une chouette histoire? Il y a une bonne idée, mais je trouve qu'on reste vraiment... Tu vois, j'attendais le 2e tome, mais je trouve qu'on reste vraiment très superficiel, quoi. J'ai l'impression de me retrouver avec une sorte de... Je vais faire un parallèle peut-être un peu capillotracté, mais un peu Walking Dead, mais en fait, on est...
Copain, j'ai pensé pareil. Sauf que Walking Donc c'est pas si capillotracté que ça. Donc du coup, ça... On a rien compris. Oui, Walking c'est Dead. capillotracté, mais je peux plus parler. capillotracté. Parce que du coup, on se retrouve avec donc, bon, les animaux qui se mettent à penser, donc bon, les zombies, les marcheurs. Et c'est tout. Ils sont là, et j'ai l'impression qu'on reste vraiment sur... On aurait pu avoir, je trouve, plein d'idées sympas. Alors peut-être qu'il va falloir attendre 30 tomes, comme dans Walking Dead, j'espère pas. Mais voilà, pour moi, j'ai l'impression que ça reste un peu superficiel, quoi. Il y avait une bonne idée de départ, mais pour l'instant, je trouve qu'on n'est pas rentré vraiment assez dans le dialogue, tu vois, un truc un peu plus philosophique, peut-être avec les animaux, tu vois, de faire des discussions un peu plus... Pourtant, là, il y avait un côté philosophique dans ce tome qui est très tourné vers la spiritualité. Il y a tout un passage où il s'inquiète des dieux, de croyances, tout ce qui peut être la foi, que j'avais trouvé assez intéressante. Oui, mais ça reste... T'as ce côté Walking Dead où on est en train de errer à travers les États-Unis et on rencontre une communauté qui a une façon de vivre différente. Et il y a bien sûr un truc mystérieux dans la façon de vivre de cette communauté qu'on va découvrir petit à petit, qui est quelque chose de pas bien. Est-ce qu'il y a une batte de baseball ? Pas encore. Mais par contre, un truc qui est quand même, je pense, super important, et que là, par contre, bon, sans être vraiment dans... allez, je vais vous dire qu'il va se passer un truc. Choisissez bien votre animal de compagnie. Le poisson rouge ne vit pas longtemps. D'accord. Un hamster non plus, ça vit pas longtemps. Donc choisissez un animal de compagnie qui puisse être un peu badass, qui puisse vous défendre, donc au moins une quinzaine ou une vingtaine d'années. Des éléphants. Mais la tortue, pareil, c'est sympa la tortue. Mais la tortue en mode défense, elle est bien pour elle-même. C'est toute la problématique de Sandor, parce que Sandor défend Jess, sauf que Sandor, au moment de l'éveil, il est déjà vieux et malade. Ouais. Et il sait très bien qu'il va mourir et qu'il ne va pas pouvoir défendre Jess très longtemps. Et c'est aussi une grande réflexion de sa part sur l'ensemble des tomes. Un truc aussi que j'ai trouvé intéressant dans ce tome-là, c'est qu'il s'intéresse aux insectes, qui était une idée qui est plutôt pas mal. Tu as les végans qui te suivent à 200%. Ouais. Libérer les abeilles. Non, mais je parle des thématiques après. Voilà. Arrête. Mais voilà, ouais, donc c'est. On a perdu un huitième de notre. La thématique est intéressante, je suis désolé, mais je suis pas. Mais Enfin, c'est sympa, quoi. J'attends la suite, mais sans grande impatience. Il se pose la question d'ailleurs, puisque à un moment donné, les hommes se disent mais les insectes, il n'y a pas eu d'éveil. Et en fait, si, il y a eu un éveil sur les insectes. Et du coup, il se pose la question, mais jusqu'où est-ce qu'il faut descendre ? Est-ce que les bactéries se sont éveillées ? Enfin, voilà. Alors, si les bactéries qui sont des trucs vivants en toi. Non, surtout que des intestins et des cités. Rébellion, on digère plus rien. Ça va être chaud, les gars, quand même. Bon, enfin, voilà. Dysenterie, tome 3. On peut citer des gore, ça peut. On peut citer le roman L'éveil de Jean-Baptiste de Panafieux, 3 tomes, édition Gulfstream, qui est exactement sur cette thématique-là. Si vous en avez marre de lire de la BD, mais si vous avez bien aimé Animosity, vous pouvez lire L'éveil. D'accord. Donc, des vrais livres, quoi. Des vrais livres, un roman ado en 3 tomes. Voilà. Ah oui, mais rien à voir avec l'éveil avec Robin Williams. Juste pour parler de vrais livres. Juste pour parler de vrais livres, je vais dire un truc sur les gens incandescents. Sur le site des éditeurs, ils disent que c'est entre la BD et le roman graphique. Et là, j'ai fait, mais si le roman graphique est une BD, quelque chose entre la BD et le roman graphique, qu'est-ce que c'est ? Entre la BD et la BD, c'est de la BD. Et, voilà. et tu vois, puisque nous sommes en retard, mais que nous allons rattraper notre retard, puisque le tome 3 est sorti... Oui, on en reparlera plus tard. Non, on n'en reparlera pas parce qu'il est moins bon. Mais, par contre, il va plus dans la profondeur. Mais moi, je l'ai trouvé moins bon, justement parce qu'il y a moins d'action. Je te dirai ce que j'en pense dans le livre. Mais il creuse. Il faut que je l'achète. Il faut que je monte à Alex, en fait. Il faut que j'ai un peu de temps dans ma vie. À Jérôme. Oui, tu peux le lire. Oui, aussi. mais je l'achèterai parce que je la suis, la série. Ah oui, voilà. Allez, la suite. Elblore. Tome 2. Elle blaire. Chez Sandoway, par les frères Serra. Alors pour vous faire un petit pitch, donc on suivait des Vikings, Arek, qui était un chef viking qui revenait en fait d'un petit voyage sympa. Ils avaient un petit peu pillé, violé, mangé, festoyé. Des Vikings, quoi. Après dans l'ordre qu'ils veulent, ça c'est leur truc. Et donc ils revenaient chez eux et en fait ils se sont aperçus que il y avait des mecs qui avaient attaqué des Vikings, quoi. Des mecs un peu couillus qui y sont allés et en fait ils ont kidnappé les enfants de Arek et je crois c'est neveux et nièces. Enfin bon, voilà, on kidnappe les gosses forcément. Et avec ces hommes de confiance, il est parti donc justement traquer ces drogards, une sorte d'esprit un petit peu de la nuit, un peu étrange, un peu mythique. Voilà.
Donc dans ce deuxième tome, on va avoir... Oui, il est parti aller mourir à côté, Thierry. Vas-y, Ok, continue. il va mourir à côté. Donc on va justement suivre en fait cette fin de voyage donc de Arek, c'est la fin de la traque. On va avoir donc justement la fin, le combat final face au vrai méchant. Je ne sais pas trop raconter quand même. D'un point de vue scénaristique, on est dans l'exacte continuité du tome 1. On suit la traque. On va avoir par contre une révélation qui va arriver quand même très très rapidement en début de tome 2 pour savoir en fait qui est le Qui méchant. relance l'intrigue. Qui relance l'intrigue parce que du coup ça relance un petit peu d'autres je veux pas trop en dire pour pas non plus, mais ça relance l'intrigue et ça relance on va dire le groupe dans la traque. Il y a beaucoup de personnages et leurs relations sont assez imbriquées. Ils sont assez imbriqués, ils sont assez complexes. Voilà. On va avoir du coup du coup ça fait déjà 5 fois je te le dis du coup on continue quoi. Allez, vas-y. On va te challenger, arrête de dire du coup. Je te remercie. Les cases vont s'enchaîner, on va avoir un très beau combat final. Sinon, tu peux remplacer par Pardi. Pardi ou Sans Façon. Tiens. Alors, donc Sans Façon, le dessin quand même d'Alexiera est vraiment dynamique, fouillé. Ça donne vraiment un super rythme à la narration. La mise en couleur est très réussie, la teinte bleutée, c'est assez simple mais finalement, mais ça donne vraiment le côté froid. Ben voilà, exactement. Une ambiance, non mais l'ambiance froide et sombre que tu as justement avec ses adversaires. Par contre, j'ai remarqué un truc quand même, c'est que quand les Vikings, tu vois, qui sont quand même un peuple de l'histoire orale, quand tu les mets au coin d'un feu, et ben putain, ils sont bavards. Hein. Parce que alors à chaque fois qu'ils s'arrêtent pour faire un petit feu, se faire une petite bouffe, se boire une petite bière, et ben ça blablate. Voilà, Mais en même temps, qui a dit que c'était des taiseux, quoi? Non, mais c'est qu'ils n'ont pas d'histoire écrite, c'est ça le truc, tu vois, c'était donc un peuple oral, donc c'était. Oui. Excuse-moi. Je trouve qu'on clôt bien l'histoire avec ce tome 2. Ça aurait peut-être mérité d'avoir 3 tomes, peut-être pour le sortir, mais en même temps, je vous dis ça, et il y aura plein de personnes qui, quand ils en ont 3, disent finalement, en 2, ça aurait été bien. Bon, dans tous les cas, c'est quand même une super série et un bon diptyque. Je me suis bien régalé sur l'ensemble des 2 tomes, mais je trouve que ça a un peu perdu de son fluide sur la deuxième. Moi, j'ai trouvé que ça restait une bande dessinée assez efficace. Au niveau du dessin, on est sur quelque chose qui marche vraiment bien. La difficulté, c'est le nombre de personnages. Ils sont très nombreux. Alors, ils ont bien été différenciés, ce qui est quand même pas évident quand on a autant de personnages qui viennent de la même culture et qui donc peuvent partager beaucoup de traits communs. Et ils ont tous des barbes. En plus, ils sont tous barbus, mais des barbes pas les mêmes. Voilà. Nous aussi, mais Jérôme, en fait, c'est notre Scald. J'y travaille. C'est notre Scald. Et donc, et puis aussi de mettre en avant le côté du Scald, qui est censé être un personnage un peu secondaire et qui prend de l'importance. Donc le Scald, c'est le poète, c'est l'historien, hein, en gros, l'homme Celui qui garde les histoires. qui garde les histoires et les traditions orales. Et franchement, ouais, j'ai trouvé ça bien foutu, efficace, pas transcendant en soi au niveau de l'histoire, parce que ça reste, même s'il y a ce côté un peu fantastique, avec des démons, des monstres, etc., qui est cool. Donc tu passes un bon moment, c'est un bon blockbuster bien écrit, en fait. C'est un peu mi-chemin entre du Viking et du Game of Thrones. Voilà. Oui, Ouais. oui, Parce que finalement, les drogards, c'est un petit peu, quelque part, c'est les marcheurs blancs. Hein. Oui. Sauf carrément. que là, ils sont noirs, mais c'est juste la couleur qui change, quoi. Mais pour l'avoir feuilleté, là, juste pendant que vous en parliez, vous trouvez pas que c'est un peu dense? Parce qu'il y a 1 milliard de bulles au mètre carré. Si, ça peut être très bavard. Ça se lit tout seul, hein. Le découpage est hyper serré, hyper dense. Il y a 50 000 cases par page. On a l'impression qu'il a fait ça en très très grand format et puis que ça a été très tassé quand même. Ça m'a pas gêné, moi, sur la lecture. Vraiment, tu as. D'accord. Comme Ok. tu dis, tu as vraiment t'as un très gros rythme. Et au niveau de la narration, t'as pas. Moi, je trouve que c'est vraiment passé de manière assez fluide. Ok. Après, j'ai eu des petits problèmes sur le début du tome 2, parce que, comme tu dis, il y a Il faut beaucoup se de personnages. Ouais, il faut se Et remettre il dans faut se remettre en fait dans les rapports qu'ont certains Il entre eux. faudrait une intro à la Astérix, tu vois, où t'as chaque personnage au début. Et voilà, ce qui est cool donc là chez les éditions Sandoway, c'est qu'ils ont fait donc un petit carnet graphique à la fin qui est Très joli. intéressant. Ouais. Ouais. Tu vois bien la façon de travailler, justement, de personnifier, de différencier les personnages, de leur donner une identité. Non, c'est très efficace.
Ça m'a un petit peu fait penser à Slack sur le côté humour derrière. Slack, le prochain tome est sorti, il va falloir que je me jette dessus. C'est le dernier. Bah oui, c'est la fin. Ouais. J'y étais presque. Et justement, il y a un côté beaucoup plus premier degré par rapport à un Slack, tu vois, qui est beaucoup plus froid, qui fait qu'on perd un peu en richesse de narration. Ce que je dis, tu passes un bon moment, c'est un bon divertissement, c'est efficace, mais il n'y a pas ce petit truc qui va faire que tu vas te dire, waouh, c'est le truc, je vais bien le mettre en avant dans ma Non, bibliothèque. je te dis, c'est un bon diptyque. Après, Voilà. sur le tome 2, c'est un peu faibli. Maintenant, il y a... Vous auriez pu l'appeler Faiblard. Oui, joli. Je crois qu'on va arrêter sur ce jeu de mots-là. Je crois qu'il faut rien dire de plus. Bon, ben merci à vous, en tout cas, hein, pour nous avoir écoutés dans cette émission. Voilà. Jean Le Guin, humoriste. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir J'ai le dire. écoutés. Tu peux passer à la suite, en fait. Voilà, n'hésitez pas La suite, c'est la fin, je crois. à vous abonner à notre compte Twitch pour être averti de nos lives. N'hésitez pas Et de nos blagues. de blagues. À aller aussi sur Facebook pour nous aimer. Allez sur Twitter pour nous suivre. Et allez sur Tipeee pour nous donner des sous. C'est pas mal aussi. Pensez à l'antihistaminique pour Pierrick. Ouais, Et au rouleau de sopalin pour les deux, là, en fait. Voilà, si vous aimez nos aventures. Ah oui, non, c'est quoi? On fait un challenge, en fait. Si vous donnez 5 €, ils ont que des rouleaux de sopalin qui sont bien rêches, comme ça, ils ont bien le nez rouge. À 10 €, on leur fournit des mouchoirs. Ouais, des mouchoirs classiques. Ah, et à 15, l'aloe des mouchoirs vera. à l'aloe vera. Comme ça, du coup, ce sera tout léger et tout. Et ils auront le nez tout beau. C'est Putain, beau. il faut combien pour du Dexeril? Ah là, c'est plus. C'est plus, là, quand même. Mais je sais. Enfin bon. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Dans pas longtemps pour ceux qui sont sur le live. Et dans un mois pour les autres. Vous retrouverez. Cité d'or, là. Au revoir. Et À bientôt. Vous retrouverez sur La Voix des Bulles le lien vers tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous suivre. Jérôme est aussi sur les réseaux sociaux, lui, il est présent et actif. Il est aussi sur Actua BD. Actua BD, et vous pouvez lire d'ailleurs un certain nombre de mes critiques sur Actua BD. Donc Et allez-y, abonnez-vous et- et aimez-vous. Et interview. Ouais, mais par contre, n'y allez pas trop sur Actua BD parce qu'en fait, ça vous donne envie d'acheter plein de trucs. Parce que là, du coup, je me suis mis à le suivre parce qu'il m'a envoyé, tiens, aimez mon lien, tu vois. J'ai aimé, j'ai commencé à regarder, je fais, ah, tiens, ça a l'air bien, attends, je vais le mettre dans ma liste. Ah, tiens, ça a l'air bien, je vais le mettre dans ma liste. Et je fais, ah, non, C'est le merde, problème de ces conseillers merde, BD. j'en On ai finit déjà par les plein, détester. là. C'est un vrai problème, hein, c'est un vrai problème. Mais quand tu vas dans une BDerie, c'est pareil. Hein. Surtout dans la BD. Surtout la dans la BD. BDerie. Hein. Surtout, J'y suis allé, je fais, ouais, je vais faire un tour, je vais acheter une BD. Bon, bah, je suis reparti, j'avais 15 kilos au bout des bras, quoi. Sachant que sa pile de lecture, il avait quasiment rien lu. Non, ça c'est moche, ça c'est moche. J'avais rien eu, on m'a rien filé. Allez, Non, on se dit t'avais au rien revoir. lu de tes bouquins. Allez, dit au à revoir. plus. Ciao. Au revoir. Au revoir à À tous. bientôt. Merci. Bye. Et à très bientôt.